On dit que le poison le plus dangereux est celui qui vient de son propre sang, quand ce que l'on a porté dans son ventre se retourne contre soi. Il n'existe pas de douleur plus profonde au monde. C'est ainsi que j'ai compris que même l'amour d'une mère n'est pas toujours suffisant pour sauver un enfant qui a choisi de se perdre. Bonjour mes chers, ici Mamie Claudette, avec mes années sur les épaules, vous parlant depuis Strasbourg, en Alsace. Aujourd'hui, vous allez entendre mon histoire, qui s'est déroulée principalement dans ma petite maison modeste de Grigny, dans cette cité qui a tout vu, depuis les premiers baraquements jusqu'aux immeubles d'aujourd'hui. Le bruit des fêtes de quartier le dimanche a toujours été la bande-son de notre communauté, mêlée aux cris des marchands ambulants et à l'agitation du quotidien. Avant de commencer, je veux remercier tous ceux qui suivent la chaîne Mémoire de grand-mère. Si vous aimez mon récit, laissez un like, abonnez-vous et racontez-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, que ce soit de votre quartier, de votre ville ou même d'un autre pays si vous êtes français à l'étranger. Mamie sera ravie de savoir que mes histoires voyagent si loin. Je suis née en 1953, dans un petit village de Corrèze appelé Tulle, un endroit où la vie était dure mais honnête. Mon père, Monsieur Gérard, travaillait la terre, cultivant un peu de tout, maïs, haricots, pommes de terre. Ma mère, Madame Marie, gérait la maison et vendait des pâtisseries pour compléter les revenus familiaux. Nous étions pauvres, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Et plus important encore, nous étions heureux et soudés. Notre maison était simple, avec un sol en terre battue et un toit qui laissait passer l'eau quand la pluie tombait fort, mais elle débordait d'amour. Mon père n'élevait jamais la voix contre ma mère. Chaque soir, même épuisé, il embrassait son front et la remerciait pour le repas. Le dimanche, quand il n'y avait pas de travail au champ, il m'emmenait pêcher à la rivière ou cueillir des fruits. Ma mère tenait à me transmettre tout ce qu'elle savait sur la vie à la maison. Une femme doit savoir se débrouiller, ma fille, ne jamais dépendre de personne d'autre que d'elle-même, me répétait-elle. C'est dans cette maison modeste que j'ai appris les valeurs qui me guident encore aujourd'hui, le respect, l'honnêteté, le travail acharné et l'importance de la famille. J'ai grandi en rêvant de construire, pour mes enfants, un foyer similaire, avec le même amour que j'avais reçu de mes parents. La vie était dure mais paisible jusqu'à mes 16 ans, lorsque la sécheresse ravagea les récoltes de mon père et nous força à tenter notre chance à Paris. Nous avons rassemblé le peu que nous possédions dans 2 valises en carton et pris le train bondé, rempli de rêves et de craintes. Le voyage fut long et inconfortable, mais chaque kilomètre qui nous éloignait de la terre asséchée nous rapprochait un peu plus de l'espoir. Nous arrivâmes à Paris en 1969, en plein essor de la construction. Des gens venaient de toute la France. Des immeubles surgissaient à chaque coin de rue, le bruit et la pollution étaient constants, un monde complètement différent de ma campagne silencieuse. Nous nous installâmes en banlieue, dans un petit appartement que nous partagions avec une autre famille venue de province. Mon père trouva du travail dans une usine textile. Ma mère commença à travailler comme femme de ménage pour une famille bourgeoise de Neuilly. Les débuts furent difficiles. La grande ville vous absorbe, tout est loin, tout est cher, tout le monde court. Mais nous avons fini par nous adapter, comme le font toujours les êtres humains. J'ai commencé à étudier dans un lycée public proche de chez nous et à travailler à mi-temps dans une boulangerie. Je voulais aider aux dépenses et surtout économiser pour réaliser le rêve de ma mère, acheter une machine à coudre afin qu'elle puisse travailler chez elle sans faire 3 trajets en métro pour aller chez sa patronne. C'est dans cette boulangerie que j'ai rencontré André. Il était livreur, apportait le pain dans les commerces du quartier. Un jeune homme beau, fort, au sourire facile et à la conversation vive. Il avait 22 ans, moi 17. Je suis tombée amoureuse de son regard sur le monde, toujours optimiste malgré la dureté de la vie en cité. André n'avait jamais connu son père et avait été élevé uniquement par sa mère, blanchisseuse. Il n'avait étudié que jusqu'au certificat d'études, mais possédait une intelligence naturelle et savait parler de tout avec facilité. « Claudette, un jour je te donnerai une belle vie », m'avait-il promis lors de nos premiers rendez-vous. Rien ne manquera dans notre maison. Nous avons été ensemble 2 ans, toujours dans le respect que mes parents m'avaient appris à exiger. André venait déjeuner le dimanche, aidait mon père à réparer les choses, apportait des fleurs simples à ma mère. Il conquit ma famille avec la même sincérité et le même travail acharné qu'il avait mis à conquérir mon cœur, illuminant chaque pièce de son sourire. Nous nous sommes mariés en 1972, dans une cérémonie simple à l'église du quartier. Je n'avais pas de robe de créateur ni de château pour la fête, mais j'avais bien plus, la bénédiction de mes parents et la certitude d'être aux côtés d'un homme bon. Notre première maison était un petit appartement dans la cité de Grigny, bien plus modeste qu'aujourd'hui. Une seule pièce divisée par un simple rideau séparait le salon de la chambre.
Les toilettes étaient sur le palier, partagées avec 4 autres familles, mais c'était notre petit coin, notre commencement. André continuait son travail de livreur. Je travaillais comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Chaque centime était économisé pour améliorer notre vie, avec la certitude que des jours meilleurs viendraient. Notre premier fils, Marcel, naquit en 1973. Une joie immense nous envahit, un bébé en bonne santé, avec les yeux de son père et, selon ma mère, mon entêtement. André pleura lorsqu'il le tint pour la première fois, promettant d'être un père présent, affectueux, différent du sien. Notre fils aura des études, Claudette, disait-il en berçant le bébé. Il sera médecin, ingénieur, ce qu'il voudra. Il n'aura pas à se lever à 4 heures du matin pour livrer le pain comme moi. Le deuxième fils, Alexandre, arriva en 1975, puis Wesley en 1977, Fabien en 1979 et Charles-Édouard en 1981. 5 garçons, un à un, remplissant notre maison de bruit, de vie et d'espoir. À chaque nouvelle naissance, nous cherchions à agrandir notre petit appartement, à améliorer ce que nous pouvions. André trouva un meilleur emploi dans une usine de cigarettes, travaillant de longues heures mais gagnant un peu plus. J'abandonnai le travail à l'extérieur pour m'occuper des enfants, mais je cousais encore à la maison, faisant de petites réparations pour les voisins. En 1984, alors que nous pensions notre famille complète, je découvris que j'étais de nouveau enceinte. À 31 ans, après 5 garçons, une petite fille arriva enfin. Christine, notre unique fille, la Benjamine, le trésor de son père qui ne cachait plus ses cheveux gris au temple, fruit du travail acharné pour nourrir cette grande famille. Maintenant, notre famille est complète, dit André à la maternité, tenant la petite Christine entre ses mains énormes, d'une délicatesse surprenante pour sa taille. Dieu nous a donné 5 soldats et une princesse. Que demander de plus? Les années passèrent. La vie suivait son cours avec les joies et les difficultés de toute famille modeste de banlieue. Les garçons grandissaient forts, intelligents, toujours soudés comme de vrais frères. André travaillait toujours plus, acceptant heures supplémentaires et petits boulots le week-end, prêt à tout pour offrir à nos enfants ce qu'ils n'avaient jamais eu. Mes parents, déjà âgés, restaient notre point d'ancrage. Ils venaient déjeuner chez nous chaque dimanche, apportant des friandises faites maison pour les petits-enfants et des histoires de la campagne pour animer nos après-midi. C'est avec eux que j'appris à élever mes enfants avec amour, mais aussi avec des limites claires. Un enfant sans règles devient un problème, Claudette, répétait mon père, l'amour, ce n'est pas que des câlins et des baisers, c'est aussi apprendre le bien et le mal. Nous avons suivi ce conseil à la lettre. Nos garçons ont grandi en sachant qu'ils devaient aider à la maison, étudier, respecter leurs aînés. Nous allions tous ensemble à l'église le dimanche, participions aux fêtes du quartier, préservant ce sens d'unité familiale qui avait façonné ma propre éducation. Mais vivre en banlieue parisienne dans les années 80 et 90 n'était pas simple. La violence montait, la drogue commençait à envahir les rues. Le crime organisé s'infiltrait dans les quartiers. Malgré tous nos efforts pour protéger nos enfants, la réalité extérieure restait dure, tentante, dangereuse. Les premiers signes de problème apparurent lorsque Marcel, notre aîné, entra dans l'adolescence. Le garçon studieux et obéissant commença à sécher les cours, à rentrer tard, à répondre avec agressivité. Nous tentâmes de parler, de comprendre ce qui se passait, mais il se refermait de plus en plus. C'est juste une phase, disait André pour me rassurer. Tous les gamins passent par là, ça va s'améliorer bientôt. Mais ça ne s'améliora pas. Et le pire fut qu'Alexandre, 2 ans plus jeune, suivit les mêmes pas que son frère. Puis Wesley également. C'était comme un effet domino, chacun entraînant l'autre sur un chemin que nous ne pouvions comprendre. En 1992, une nouvelle bouleversa notre vie. Mon père mourut d'une crise cardiaque foudroyante alors qu'il travaillait dans son petit potager de la cour. Il s'effondra avant même que les secours n'arrivent. Ma mère, dévastée par la perte de son compagnon de presque 50 ans, ne supporta pas le chagrin. Moins de 3 mois plus tard, elle nous quittait à son tour, laissant un vide immense dans ma vie. La mort de mes parents fut un tournant. Au-delà de la douleur de la perte, c'était comme si j'avais perdu ma boussole morale, mon port d'attache. André essayait de me consoler, de rester fort pour nous deux, mais je lisais sur son visage la même peur qui me rongeait. Nous étions en train de perdre nos enfants et nous ne savions plus comment les retenir. La vérité que nous refusions d'admettre était cruelle. Marcel, Alexandre et Wesley n'étaient plus les petits garçons que nous avions élevés. À 17,15 et 13 ans respectivement, ils traînaient avec de mauvaises fréquentations. Ils séchaient l'école, rentraient à des heures impossibles, et Fabien et Charles-Édouard, plus jeunes, commençaient à suivre le même chemin.
fascinés par la liberté apparente et le respect que leurs frères aînés semblaient imposer dans les rues. André, il faut agir, suppliai-je une nuit, après que Marcel soit rentré à 3 heures du matin, l'odeur de l'alcool sur lui. Nous sommes en train de perdre nos garçons. Mon mari soupira, frottant son visage fatigué après une longue journée de travail. Que veux-tu que je fasse, Claudette? Je me tue à l'usine pour leur offrir ce dont ils ont besoin. Je ne peux pas être à la maison tout le temps pour les surveiller. Ce n'est pas une question de surveillance, c'est une question de salut. J'ai peur de ce qui les attend s'ils continuent sur ce chemin. André essaya de tout. Il tenta des conversations sérieuses, des punitions, même quelques gifles aux plus jeunes quand la situation l'exigeait. Mais c'était trop tard. Nos 3 fils aînés étaient déjà profondément impliqués dans le crime local. Nous avons appris plus tard que Marcel, à 16 ans, était devenu guetteur pour des trafiquants. Alexandre suivit rapidement la même voie. Wesley commença par de petits larcins, avant de passer au braquage à main armée. L'argent facile commença à entrer à la maison. J'ai gagné au loto, maman. C'est une promotion au magasin, papa. Un ami me l'a donné. Des mensonges que, dans notre désespoir, nous feignions parfois de croire. Fabien et Charles-Édouard, voyant leur aîné avec de l'argent, du respect et cette liberté apparente, furent entraînés vers le même abîme. À 13 et 11 ans, ils séchaient déjà l'école pour traîner dans les rues avec les amis de leurs frères, apprenant ce qu'ils ne devaient pas. Seule Christine, notre Benjamine, semblait épargnée. Peut-être parce qu'elle était fille, peut-être parce qu'elle voyait la souffrance inscrite dans mes yeux à chaque nouvelle déception avec ses frères. Elle restait studieuse, obéissante, rêveuse. Elle était notre consolation dans les jours les plus sombres, la preuve qu'au moins une graine de nos valeurs avait trouvé un sol fertile. En 1995, la tragédie que je redoutais éclata. Marcel, 16 ans, fut arrêté pour trafic de drogue. Il passa 2 ans en prison où, au lieu de se corriger, il n'apprit que davantage sur le crime, noua des liens plus dangereux et en sortit encore plus endurci. Alexandre fut blessé par balle lors d'un échange avec la police en 1997. Il survécut, mais resta avec une jambe boiteuse, rappel constant de ses mauvais choix. Wesley disparut pendant des mois. Nous apprîmes plus tard qu'il avait fui à Lyon après un braquage qui avait mal tourné et où un vigile avait été tué. C'est un châtiment, André, pleurai-je une nuit après avoir reçu cette nouvelle terrible. Avons-nous échoué dans notre éducation, ou avons-nous failli? Ce n'est pas un châtiment, Claudette, c'est la vie. Nous avons donné de l'amour, de l'éducation, l'exemple. Mais arrive un moment où chacun choisit son chemin. Nous ne pouvons pas porter cette culpabilité. Mais moi, je la portais. Comment ne pas la porter? C'étaient mes fils, mon sang, ma responsabilité. Chaque mauvais choix qu'ils faisaient était comme un coup de poignard dans mon cœur de mère. Et le pire était encore à venir, même si je ne le savais pas encore. En 1999, alors que nous pensions que rien ne pouvait empirer, le destin nous montra qu'il y a toujours un abîme plus profond. Fabien et Charles-Édouard, déjà complètement plongés dans le crime, commencèrent à consommer des drogues dures. Ce n'était plus seulement du cannabis ou de l'alcool, mais de la cocaïne, du crack, des poisons qui transformaient mes garçons en étrangers sous mon propre toit. Il y eut des jours où je trouvais Charles-Édouard, mon Benjamin, alors âgé de 10 ans, tremblant dans un coin de la maison, transpirant à grosses gouttes, suppliant pour de l'argent afin d'acheter davantage de ce poison qui le consumait de l'intérieur. Fabien, à 20 ans, avait déjà perdu presque toutes ses dents de devant. Résultat de l'usage continu de crack. Ses yeux, autrefois vifs et brillants, étaient maintenant opaques, perdus dans un monde auquel je ne pouvais plus accéder. André, toujours le roc de la maison, commença à dépérir. Le travail épuisant, l'inquiétude constante, la douleur de voir ses fils se détruire, tout cela minait sa santé, son esprit. Les problèmes cardiaques apparurent, l'hypertension, une toux qui ne passait jamais, conséquence de décennies à respirer des produits chimiques dans l'usine de cigarettes. Et au milieu de ce chaos, Christine, notre petite princesse de 15 ans, essayait de maintenir un semblant de normalité. Elle étudiait avec acharnement, rêvait de devenir infirmière, aidait à la maison. Elle était notre rayon de soleil dans des jours de plus en plus sombres. Un jour, tout cela passera, maman, me disait-elle en m'aidant à préparer le dîner lors des rares occasions où nous parvenions à réunir toute la famille à table. Les garçons comprendront que ce chemin ne mène à rien de bon. J'ai foi. Sa foi me maintenait debout. La foi et l'amour d'André qui, même malade, même fatigué, n'abandonna jamais notre famille, n'abandonna jamais nos fils, même quand eux semblaient avoir abandonné eux-mêmes. Mais le destin, mes chers, a parfois des plans qui détruisent même la foi la plus forte.
et ce fut lors d'une nuit de septembre 2000, une nuit qui semblait identique à tant d'autres dans notre cité bruyante, que le cauchemar que je n'avais jamais imaginé possible devint réalité. Une nuit qui changerait à jamais le sens de famille, d'amour, de confiance. Une nuit qui prouverait que parfois, le pire ennemi n'est pas celui qui guette dans l'ombre de la rue, mais celui qui dort sous le même toit que vous, qui porte votre sang, que vous avez bercé dans vos bras en croyant élever des hommes de bien. Parfois, je me demande si l'amour d'une mère a des limites. S'il existe un point où cet amour inconditionnel, ressenti depuis le premier cri du bébé, peut se transformer en peur, en déception, en un vide que rien ne comble. C'est en découvrant cette limite que j'ai compris que tous les enfants ne suivent pas le chemin dont nous rêvons, aussi grand que soit l'amour que nous leur donnons. L'année 2000 fut celle où je vis mes fils se transformer complètement. Marcel, mon aîné, avait 27 ans et était sorti de prison depuis un moment. Beaucoup disent que la prison redresse, mais pour moi, c'était différent. Mon fils y entra voleur et en ressortit bandit de métier, avec des contacts, des idées plus noires, une haine dans le regard que je ne reconnaissais plus. Je me souviens qu'avant son emprisonnement, si mal qu'il se conduisait, il me souriait encore, m'appelait encore « petite maman » dans les rares moments de tendresse. Après la prison, c'était comme si un étranger avait emménagé dans notre maison. Alexandre, à 25 ans, boitait encore à cause de la balle qui ne guérit jamais correctement. Il souffrait constamment et utilisait cette douleur comme excuse pour s'enfoncer toujours plus dans la drogue. C'est pour soulager la douleur, maman, disait-il, comme s'il existait une souffrance plus grande que de voir son fils se détruire sous mes yeux, impuissante. Wesley, après sa fuite à Lyon, était revenu encore plus dangereux. Il avait toujours été le plus intelligent des 5, celui que les professeurs prédisaient capable de tout accomplir, mais il avait choisi le mauvais côté. Il devint le cerveau du groupe, planifiant les braquages et faisant le lien avec des gangs plus puissants. Fabien et Charles-Édouard, 21 et 19 ans, étaient perdus dans la drogue. Ils ne pouvaient plus passer une journée sans consommer. Ils vendaient tout ce qui leur tombait sous la main, d'un radio-réveil à nos casseroles de cuisine. Une fois, j'ai surpris Charles-Édouard en train d'arracher les fils de cuivre du mur pour les vendre aux ferrailleurs. C'était à fendre le cœur. André travaillait de plus en plus, partait avant le lever du soleil et ne rentrait que lorsque tout le monde dormait déjà. Je crois que c'était sa façon de fuir cette réalité que nous ne savions pas comment changer. L'usine aspirait toute son énergie, mais il préférait la fatigue du corps à celle de l'âme, de voir nos fils se perdre un à un. Seule Christine, notre dernière, à 16 ans, nous apportait un peu d'espoir. Studieuse, respectueuse, rêveuse, elle disait vouloir devenir infirmière, aider les gens, faire la différence. Elle me rappelait moi-même à son âge, avant que la vie ne durcisse mon cœur. André et moi vivions pour elle, pour protéger au moins une de nos créatures. Vers avril 2000, j'ai remarqué un changement inquiétant chez mes 5 fils. Ils se regroupaient, chuchotaient dans les coins, se taisaient dès que j'entrais. « Ce n'est rien, maman, disait toujours Marcel. Rude. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ce sont des affaires d'hommes. » Wesley renchérissait. « Madame n'a pas besoin de savoir. » Et ainsi, pendant des mois, la tension grandit dans la maison. Ils sortaient ensemble, rentraient à l'aube, rapportaient de l'argent que je savais ne pas venir d'un travail honnête. Mais que pouvais-je faire? Dénoncer mes propres fils, les chasser de la maison? Pour une mère, c'est comme décider quel bras couper. En juillet de cette année-là, nous avons découvert que les 5 s'étaient joints à un gang qui contrôlait une partie de notre quartier. Ils n'étaient plus de simples petits voleurs ou dealers de coin de rue. Non, ils étaient maintenant impliqués dans des affaires sérieuses, avec des gens dangereux, des crimes que je n'osais même pas imaginer. Un voisin, Antoine, qui avait toujours été comme un oncle pour mes garçons, est venu me prévenir. « Madame Claudette, vos fils sont mêlés à la bande du Skull. Ce sont des gens qui ne plaisantent pas. Soit vous les sortez de ce chemin, soit vous finirez en pleurant sur un cercueil fermé. » J'ai pleuré toute la nuit après cet avertissement. André a essayé de parler avec eux, un par un, puis tous ensemble. Inutile. Ils riaient de notre inquiétude. Ils disaient qu'ils montaient dans la vie, que bientôt nous verrions quel type d'ascension c'était. Mais cette ascension ne menait qu'au gouffre. Tout s'accélérait, avec des nouvelles de plus en plus terribles. Un massacre eut lieu dans la cité voisine, 5 jeunes exécutés. Les rumeurs disaient que mes fils étaient impliqués. Je n'ai jamais confirmé. Je n'ai jamais voulu savoir. Il y a des vérités qu'une mère préfère ignorer. La maison, jadis pleine de vie, de rire, de rêves, ressemblait maintenant à un champ de mines. Christine et moi marchions sur la pointe des pieds, de peur de dire quelque chose de mal, de provoquer une explosion. André travaillait encore plus, enchaînant des journées de 18 heures à l'usine. Il fuyait, je le savais. Je ne le blâmais pas.
Parfois, moi aussi, j'aurais voulu fuir. En septembre, tout a empiré. Les garçons ont commencé à ramener des amis à la maison, des hommes aux regards durs, des regards qui faisaient frissonner. Certains avaient des armes mal dissimulées à la ceinture. La chambre du fond était devenue leur QG, un lieu fermé où ils passaient des heures, ne sortant que pour manger ou pour leurs expéditions nocturnes. Maman, je gagne le respect dans la cité, m'a dit un après-midi Alexandre, exhibant une grosse chaîne en or. Bientôt, je pourrai vous offrir une meilleure maison. Nous sortir tous d'ici. Comment lui expliquer que je n'avais jamais voulu de maison plus grande achetée avec du sang, que je préférais 1000 fois notre humble HLM, mais honnête, à un palais bâti sur le malheur d'autrui? Chaque jour, la tension augmentait. Il buvait davantage, consommait ouvertement, ne respectait plus rien ni personne. Christine a commencé à dormir dans ma chambre, de peur de rester seule. André et moi nous disputions de plus en plus, incapables de trouver une solution, incapables de sauver ce qui restait de notre famille. Nous devons partir d'ici, disait-il, prendre Christine et recommencer ailleurs. Et abandonner nos fils, répondais-je, accroché à cet espoir fou de mère. Ils peuvent encore changer, André, j'ai foi. Foi. Ce mot de 3 lettres, qui me donnait le courage de me lever chaque matin, de continuer à croire que mes fils redeviendraient les enfants que j'avais élevés. Je priais, allumais des cierges, faisais des promesses à Dieu jusqu'à perdre ma voix, mais il semblait nous avoir tourné le dos, ou peut-être payons-nous pour les choix que chacun fait dans sa vie. Je me souviens comme si c'était hier de la nuit où tout a basculé. Vendredi 22 septembre 2000. André était parti pour son équipe de nuit. Christine était chez une amie, épargnée par ce qui allait se passer. J'étais seule, faisant la vaisselle, quand j'ai entendu le portail claquer violemment. Le pas lourd, le rire fort, je reconnaissais mes 5 fils qui rentraient. Ivres plus que d'habitude, ils parlaient fort, juraient. L'odeur d'alcool et de cannabis envahissait la maison. « Où est le vieux » cria Marcel en titubant dans la cuisine, les yeux rouges, les pupilles dilatées. « Il travaille, comme toujours », répondis-je en continuant à laver la vaisselle, évitant leur regard. J'avais appris qu'il valait mieux ne pas les défier dans cet état. « Et la petite princesse, la chouchoute de maman » demanda Alexandre, riant d'une façon qui me glaça le sang. Ils sont entrés dans la cuisine, m'encerclant comme jamais auparavant. Une peur nouvelle s'est installée en moi, différente de tout ce que j'avais ressenti. Ce n'était pas la peur pour d'autres, c'était la peur pour moi, leur propre mère. « Vous ne vous lassez pas, maman » lança Wesley, jouant avec un couteau de la main comme s'il était un jouet. « Vous ne vous lassez pas de faire semblant que nous sommes une famille normale, que papa est un travailleur honnête et que vous êtes une femme au foyer dévouée, tout ça, c'est du mensonge. » Je ne comprenais pas ce qu'il racontait, mon fils, ai-je murmuré en tâchant de rester calme, sentant mon cœur battre à tout rompre. Nous formons une famille, oui, peut-être imparfaite, mais c'est une famille. Quelle famille, a-t-il éclaté de rire, vous plaisantez? Celle que votre André vous a peinte en rêve. La maison avec la clôture blanche, les enfants modèles, tout ce décor parfait. Réveillez-vous, maman. Regardez où nous vivons vraiment. Voyez ce que nous sommes devenus. C'est de votre faute, a lancé Charles-Édouard, le plus jeune, mais à cet instant le plus féroce. C'est la faute de ce vieux qui ne sait que travailler et râler. Vous ne nous avez rien donné. Absolument rien. Nous avons dû tracer notre propre chemin. Je restais figé, abasourdi. Comment cela pouvait-il être de notre faute, André qui s'éreintait 18 heures par jour pour tenir cette maison à flot? Moi qui me dédoublais pour élever 6 enfants, renonçant à mes propres désirs pour être mère à plein temps. Vous avez eu tout ce que nous pouvions vous offrir, ai-je dit, la voix tremblante d'indignation. Un toit, de quoi manger, l'école, de l'amour. Si vous avez choisi cette voie, c'était votre décision, pas la nôtre. Alors Marcel, l'aîné, a frappé la table si fort que les assiettes ont volé en éclats. Tais-toi. Je ne veux plus entendre ces discours d'amour, de famille, de choix. La vie est dure, maman. Les rêves n'ont pas leur place ici. À ce moment précis, je n'ai plus reconnu mon fils. Ce n'était plus le bébé que j'avais nourri, ni le petit garçon que j'avais guidé dans ses premiers pas. Ce n'était plus l'adolescent qui, malgré tout, conservait des éclats de bonté. C'était un inconnu avec une haine brûlante dans le regard, un mépris froid dans la voix, une violence prête à éclater. Les heures suivantes restent floues dans ma mémoire. C'est quelque chose que j'essaie d'effacer chaque jour. Une horreur si profonde, si douloureuse, si inimaginable que parfois je me demande si cela s'est vraiment produit ou si je suis encore prisonnière d'un cauchemar dont je n'ai jamais émergé. Ils n'étaient plus mes enfants. 5 hommes, consumés par l'alcool, les drogues, la rancune qu'ils avaient cultivée année après année.
Et moi, à 47 ans, mère de 6 enfants, ayant consacré ma vie à élever ces garçons, je me retrouvais cible d'une violence que je n'aurais jamais cru possible sous mon propre toit, par les mains de ceux que j'avais portés. J'ai essayé de crier, de fuir, de les arrêter. J'ai tenté de leur rappeler qui ils étaient, qui j'étais. Mais c'était comme parler à des murs. Des murs qui se refermaient autour de moi, m'étouffant, me détruisant d'une façon qu'aucune mère ne devrait jamais connaître. Quand enfin ils sont partis, ils ont quitté la maison en riant, comme si rien ne s'était passé, comme si ce qu'ils venaient de faire n'était pas le pire des crimes. Je suis restée là, étendue sur le sol de la cuisine, au milieu des assiettes brisées et de ma dignité en miettes, incapable de croire ce qui venait de se produire. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Le temps perd tout sens quand votre monde s'écroule de cette façon. Je me souviens seulement d'un moment où j'ai trouvé la force de ramper jusqu'à la salle de bain. J'ai essayé de laver ce qui ne pouvait l'être, de camoufler des traces qu'aucune eau ne pourrait effacer. Christine est arrivée avant André, et je remercie le ciel pour ça. Dès qu'elle m'a vue, elle a compris que quelque chose de terrible venait de se passer. Je n'avais rien besoin de dire. Elle m'a aidé à me laver, à me changer, à m'allonger dans le lit. Elle n'avait que 16 ans, et pourtant elle a pris le rôle de mère, avec une maturité qui me brisait le cœur. C'était eux, n'est-ce pas, maman, a-t-elle murmuré, assise au bord du lit, serrant ma main. Je n'ai pas trouvé de mots. Je n'ai fait que laisser les larmes couler. Elle a compris ce silence. Il faut le dire à papa. Il faut aller à la police. J'ai secoué la tête, paniqué rien qu'en imaginant comment annoncer à mon mari que ses propres fils étaient responsables. Comment les dénoncer à la police, comment transformer ce cauchemar privé en scandale public. Je ne peux pas, ma fille, ton père va les tuer. Peut-être qu'il le mérite, a-t-elle répondu, avec une dureté qui détonnait sur son visage encore enfantin. Quand André est rentré quelques heures plus tard, j'ai tenté de faire semblant que tout allait bien. J'ai dit que j'étais tombée, que j'avais mal à la tête, que j'avais besoin de repos. Mais ils me connaissaient trop bien. Ils savaient lire dans le silence. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Claudette, a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi, ses yeux fatigués de longues heures de travail, maintenant vifs et inquiets. Je n'ai pas trouvé de réponse. Comment mettre en mots cette horreur? Comment expliquer à mon mari, père de ces hommes, l'ampleur de ce qu'ils avaient fait? C'est Christine qui a parlé, avec un courage dont je ne connaissais pas la source. Elle a raconté ce qu'elle avait découvert en arrivant, mon état, les évidences. André a écouté en silence, le visage se durcissant à chaque mot, les mains se crispant, les veines saillantes de cette rage que je n'avais jamais vue chez lui. « Je n'y crois pas », a-t-il murmuré enfin, la voix basse mais chargée d'une colère contenue. Je n'arrive pas à croire que ce soit mes fils. Non, ça ne peut pas être vrai. J'ai compris son déni. Il était plus facile de penser que j'avais inventé tout ça, que j'étais confuse, que c'était autre chose. Plus simple que d'accepter que ceux qui portaient son nom et son sang puissent commettre une telle atrocité. Papa, a insisté Christine, regarde là, regarde les bleus. Tu crois vraiment que maman inventerait ça? André m'a regardé, vraiment regardé. Il a vu les traces que j'avais tenté de cacher. Il a vu la peur dans mes yeux. Il a vu la vérité que je ne voulais même pas affronter. Et quelque chose s'est brisé en lui. J'ai vu ce moment précis où l'homme patient, travailleur et bon que je connaissais depuis presque 30 ans est devenu quelqu'un d'autre. Je vais les tuer, a-t-il dit calmement en se levant. Je vais les tuer un par un. J'ai attrapé son bras, suppliant, non, André, ça ne résoudra rien. Ça ne fera qu'empirer les choses. Et que proposes-tu, que l'on fasse semblant que rien ne s'est passé, qu'on les accueille à bras ouverts après ce qu'ils ont fait? Je ne suis pas ce genre d'homme, Claudette. Certaines choses ne se pardonnent pas. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. André est resté assis dans le salon, une hachette à la main, celle qu'il utilisait pour nettoyer le jardin. Il attendait. Mais les garçons ne sont pas rentrés. Peut-être savaient-ils ce qu'ils avaient fait. Peut-être craignaient-ils la réaction de leur père. Ou peut-être continuaient-ils simplement la fête ailleurs. Je sais seulement que nous ne les avons pas vus pendant plusieurs jours. C'est pendant cet intervalle qu'André a pris une décision qui allait à jamais changer le cours de notre vie. Une décision que, des années plus tard, je me surprends encore à remettre en question. Était-ce juste? Avait-il une autre voie? Aurions-nous pu agir autrement? Mais comme le dit ce vieil adage, quand le sang devient poison, aucun remède ne peut le neutraliser. Et le sang qui coulait dans les veines de nos 5 fils s'était transformé en ce poison le plus cruel. Un poison qui détruit non seulement le corps, mais aussi l'âme, la famille, la confiance et l'amour. Un poison auquel nous n'étions pas préparés et qui a failli nous anéantir tous.
Il y a des instants dans la vie d'une mère où le monde semble s'arrêter, où le temps se fige dans une horreur telle que l'on donnerait tout pour revenir en arrière. Pour avoir agi autrement, pour avoir su lire les signes avant-coureurs. Mais l'horloge ne recule jamais et nous devons avancer, portant des blessures que même les années ne parviennent pas à apaiser. Pendant les 3 jours qui ont suivi cette nuit infernale, je suis restée entre le lit et le canapé, incapable de réaliser les gestes les plus simples. Mon corps souffrait, mais mon âme saignait encore plus fort. Christine, ma fille de seulement 16 ans, a pris sur elle le rôle de maîtresse de maison. Elle s'occupait de moi, préparait les repas, essayait de maintenir un semblant de normalité au milieu de ce cauchemar. André ressemblait à un volcan sur le point d'entrer en éruption. Il ne dormait presque pas, mangeait à peine, arpentait la pièce avec cette hachette à la main, le regard rivé sur la porte attendant le retour de nos filles. Je n'avais jamais vu mon mari ainsi en près de 30 ans de vie commune. Toujours calme, patient, capable de résoudre les problèmes par la parole, il était maintenant méconnaissable. Nous devons aller à la police, insistait Christine, assise au bout du canapé où je me traînais. Ce qu'ils ont fait est un crime, maman, ça ne peut pas rester impuni. J'ai secoué la tête, incapable d'imaginer dénoncer mes propres enfants. Comment une mère peut-elle faire ça? Comment affronter le regard d'un policier? Comment raconter que ses fils, qu'elle a portés, elle était élevée, ont commis une telle atrocité? Ta fille a raison, a dit André en stoppant sa marche nerveuse dans le salon. Nous ne pouvons pas laisser passer ça, mais ce ne sera pas la police. Je ne leur fais pas confiance. Ici, la justice de banlieue se vend au plus offrant. Et nos fils sont liés à des gens capables d'acheter n'importe quel commissaire. Alors, que fait-on? Ai-je demandé, noyé par un désespoir qui m'étranglait. Je vais m'en occuper à ma manière. C'est tout ce qu'il a dit avant de quitter la maison ce matin-là, le 3e jour. Christine et moi sommes restés seuls, dans une maison où la tension rendait chaque respiration difficile. C'était la fin septembre 2000, et pourtant la chaleur semblait celle d'un été écrasant, suffocante, ou peut-être était-ce juste le poids des événements récents qui rendait l'air irrespirable. Papa va faire une bêtise, murmura Christine le nez collé à la fenêtre, suivant André du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de l'allée. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je voulais croire qu'il resterait l'homme sensé que je connais, mais au fond, je craignais aussi ce qu'il pourrait faire dans cet état. Il est revenu presque à l'heure du dîner, le visage changé. La colère était toujours là, mais elle s'accompagnait maintenant d'une détermination froide et calculée, plus terrifiante encore que la fureur des jours précédents. Préparez les affaires, a-t-il annoncé dès qu'il a franchi la porte. Seulement l'essentiel, nous partons ce soir. Partir où? Ai-je demandé, confuse. Loin en province, j'ai tout arrangé. Un ami de l'usine possède une maison à Annecy, inutilisée. Nous pourrons y rester le temps de trouver autre chose. Et les garçons, ai-je poursuivi, accrochant encore cet instinct maternel que rien ne peut éteindre, même après la pire trahison. Le regard qu'André m'a lancé était si dur qu'un frisson m'a parcouru. Quel garçon, Claudette? Je n'ai plus de fils. Ils sont morts pour moi cette nuit-là. Les larmes ont fini par jaillir malgré moi. Aussi terrible que fût ce qu'ils avaient fait, ce restent mes fils. Je portais encore en moi les souvenirs d'eux, petits, innocents, avant que le monde ne les transforme en monstres. Nous ne pouvons pas simplement partir, ai-je murmuré, faible. Nous avons une vie ici, l'école de Christine, ton travail, ai-je ajouté, la voix brisée. Quelle vie, Claudette, regarde ce que nous sommes devenus. Une famille détruite, habitant au milieu de bandits, craignant ses propres enfants. Ce n'est pas une vie, et Christine peut étudier n'importe où. Il vaut mieux recommencer à zéro que de continuer à vivre dans cet enfer. Au fond, je savais qu'il avait raison. Ici, il ne restait plus rien pour nous, seulement des souvenirs douloureux, la honte et la peur. Mais même ainsi, l'idée de tout abandonner, de laisser derrière nous les fils que j'aimais encore, me déchirait le cœur. Et s'ils viennent nous chercher, ai-je demandé, la peur me serrant la poitrine. André s'est assis à mes côtés, tenant mes mains avec une douceur qui tranchait avec la dureté de son regard. Ils ne viendront pas. Je te garantis qu'ils ne viendront pas. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a donné des frissons. Qu'avait-il fait pendant ces heures hors de la maison? Qu'avait-il planifié? J'ai voulu demander, mais en même temps, je ne voulais pas savoir. Il existe des vérités qu'il vaut mieux laisser ensevelies. Cette nuit-là, avec seulement 2 valises contenant le strict nécessaire, nous avons quitté la maison où nous avions vécu plus de 20 ans. La maison où j'avais élevé mes 6 enfants, où j'avais ri, où j'avais rêvé d'un futur meilleur. Nous sommes partis comme des fugitifs au milieu de la nuit, laissant derrière nous non seulement meubles et vêtements, mais aussi des morceaux de nous-mêmes.
Un ami d'André nous attendait quelques pâtés de maison plus loin dans une vieille voiture. Nous sommes montés en silence, les larmes coulant sur mon visage, la main de Christine serrant la mienne, cherchant une force que je n'avais plus. Tout va bien se passer, a dit André lorsque la voiture a commencé à quitter la cité. Nous allons recommencer, nous trois, comme une vraie famille. Nous trois, une vraie famille. Des mots qui auraient dû réconforter, mais qui ne faisaient qu'accentuer la douleur de la perte. Parce que, malgré moi, malgré la nécessité de fuir, nous abandonnions 5 fils, 5 morceaux de mon cœur qui battaient encore pour eux. Le trajet jusqu'à Annecy s'est fait dans un silence lourd. Chacun était prisonnier de ses propres pensées, de ses propres blessures. L'ami d'André respectait ce silence, conduisant avec concentration, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur comme s'il craignait une poursuite. Nous sommes arrivés à l'aube. La maison était modeste, dans une zone rurale isolée. 2 petites chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. Rien à voir avec notre appartement de la cité, spacieux malgré sa simplicité, fruit d'années d'aménagement pour accueillir la famille. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sûr, a dit l'ami d'André en nous tendant les clés. Personne ne viendra vous trouver ici. Les premiers jours, nous avons vécu comme des ombres, accomplissant à peine les gestes essentiels de la survie. Christine, toujours la plus forte, a été la première à réagir. Elle a trouvé un lycée à proximité, s'y est inscrite et a commencé à se lier aux voisins. André a trouvé du travail dans un garage de la ville grâce à la recommandation du même ami qui nous avait aidés à fuir. Quant à moi, je suis restée prisonnière de ce limbe entre l'horreur du passé et le vide du présent. Je n'arrivais plus à trouver le sommeil. Je me réveillais en criant au milieu de la nuit. J'avais peur de quitter la maison. Les médecins parlent de stress post-traumatique. Moi, j'appelais ça mon enfer personnel. André essayait de m'aider à sa façon. Il revenait du travail avec des fleurs sauvages qu'il cueillait sur le chemin. Il préparait le petit déjeuner le dimanche. Il me massait le dos lorsque les douleurs devenaient insupportables. Mais un abîme nous séparait, un fossé que nous ne savions pas comment franchir. Un abîme fait de secrets tus, de questions restées en suspens, de réponses que peut-être nous ne voulions pas entendre. Nous devons parler de ce qui s'est passé, a-t-il dit une nuit, après que Christine soit déjà montée se coucher. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant que rien n'est arrivé. Je ne sais pas si j'y arriverai, ai-je répondu honnêtement. Comment mettre des mots sur cette douleur, comment nommer l'innommable ? Pas de ça, a-t-il précisé en s'asseyant à côté de moi sur la petite véranda. Je parle de l'après, de ce que j'ai fait. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pendant des semaines, j'avais évité de penser à ce qu'André avait pu faire lors de ces heures où il était sorti avant notre fuite. À ce que signifiait vraiment cette promesse que nos fils ne nous chercheraient pas. Tu n'as pas besoin de me raconter. Ai-je chuchoté, une part de moi voulant protéger l'image de l'homme juste que je connaissais et aimais. Je dois le faire, a-t-il insisté, la voix embuée. Je ne peux pas porter ça seule, Claudette, c'est trop lourd. Alors il a parlé, donnant des détails qui me hantent encore dans mes cauchemars. Il a raconté comment il avait contacté une connaissance, un policier à la retraite qui effectuait des missions spéciales dans la cité. Comment il avait payé avec nos économies accumulées pendant des années pour que lui et d'autres hommes donnent une leçon à nos fils. Pas pour les tuer, André l'a précisé, mais pour qu'ils ne nous dérangent plus jamais, qu'ils ne découvrent jamais où nous étions. Ils ont pris une sacrée correction, a-t-il avoué, les mains tremblantes en allumant une cigarette, un geste qu'il n'avait plus fait depuis des années. Le policier a expliqué qu'il ne marcherait qu'au pas droit pendant un bon moment. Et il a clairement fait comprendre que si jamais il tentait de nous retrouver, la sanction serait bien pire. Je suis restée silencieuse, absorbant cette information. Mon mari, l'homme qui avait toujours travaillé honnêtement, qui nous avait enseigné des valeurs, qui était un exemple dans le quartier, avait engagé des hommes pour tabasser ses propres fils. La frontière entre le bien et le mal n'avait jamais été aussi floue. J'ai aussi parlé avec leur chef, a continué André, évitant mon regard. Ce Skull, le chef du gang. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai montré les photos que Christine avait prises de tes blessures lorsque tu t'étais lavé. J'ai été choquée. Je ne savais pas qu'il existait des photos. Je n'aurais jamais imaginé que ma fille ait documenté ce moment d'horreur. Le Skull, malgré tout ce qu'on disait de lui, avait un code. La famille était sacrée. Il a été écœuré par ce que nos fils avaient fait. Il a promis de s'occuper d'eux à sa façon et nous avons pu partir en paix, sans que personne du gang ne tente de nous retrouver. J'ai essayé d'assimiler tout ça. Mon mari avait eu recours à des bandits et des policiers corrompus pour garantir notre sécurité. Il avait franchi des lignes que nous avions juré de ne jamais franchir.
Tout cela à cause de l'horreur que nos fils avaient apportée dans notre maison. Tu crois que j'ai eu tort, a-t-il demandé enfin, une vulnérabilité dans la voix qui m'a prise de court. André, toujours si sûr de lui, semblait maintenant un enfant cherchant mon approbation. Que pouvais-je répondre? Que oui, il avait eu tort d'utiliser la violence. Ou que non, il avait fait ce qu'il fallait pour protéger ce qui restait de notre famille? La vérité, c'est qu'il n'existait aucune bonne réponse pour une situation si déformée, si hors norme. Je pense que tu as fait ce que tu pensais devoir faire, ai-je finalement murmuré. Et maintenant, il faut vivre avec ça. Il a hoché la tête, semblant soulagé d'avoir partagé ce poids. Nous sommes restés là, assis sur la véranda, sous les étoiles de la campagne savoyarde, si différentes de celles que nous apercevions à peine à travers la pollution de la capitale. Nous étions comme deux naufragés, essayant de comprendre comment nous étions arrivés sur cette plage inconnue. Essayant de reconstruire quelque chose à partir des débris de nos vies. Octobre est arrivé avec ses pluies, lavant la poussière autour de la maison et redonnant de la fraîcheur aux arbres. J'ai commencé à aider une voisine qui vendait des gâteaux et des bonbons au marché de la ville. C'était bon d'avoir quelque chose pour occuper l'esprit, de sentir que j'étais encore utile, que je savais faire autre chose que pleurer pendant les nuits perdues. Christine s'est adaptée de façon surprenante à son nouveau lycée. Toujours studieuse, elle s'est rapidement distinguée en classe, s'est fait des amis et a même commencé à sortir avec un garçon poli et gentil, totalement différent des jeunes de la cité. La voir sourire à nouveau était comme un baume sur mon âme meurtrie. André travaillait dur au garage, rentrant fatigué mais satisfait. Le travail manuel sur les moteurs était loin de la routine épuisante de l'usine de cigarettes. Il disait se sentir plus vivant, plus utile. Les traits de préoccupation sur son visage commençaient à s'adoucir, ses cheveux gris semblaient moins dominants. Mais tout n'était pas simple. Les nuits restaient difficiles pour moi. Les cauchemars revenaient presque toujours. Je revivais cette nuit, le visage de nos fils alternant entre les petits garçons innocents que j'avais connus et les hommes violents qu'ils étaient devenus. Je me réveillais en criant, en sueur, parfois si désorienté que je ne reconnaissais pas l'endroit où je me trouvais. Nous devons trouver un médecin pour toi, insistait André après une nuit particulièrement dure où j'avais brisé un verre en tentant de boire avec mes mains tremblantes. Ce n'est pas normal, Claudette, ça fait plus d'un mois. Et que vais-je lui dire, ai-je demandé, la voix fragile, marquée par la peur laissée par nos fils. Non, je n'y arrivais pas. C'est encore Christine qui a trouvé la solution. Elle a découvert qu'une psychologue recevait en ville à des tarifs accessibles. Elle a pris rendez-vous sans me prévenir et, le jour venu, elle m'a simplement emmené, refusant tout refus. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter d'un coup, a dit le docteur Béatrice lors de la première consultation. Une femme plus âgée, aux yeux doux derrière ses lunettes épaisses. Nous pouvons commencer là où vous vous sentez à l'aise. Et c'est ainsi que ça a commencé. Semaine après semaine, j'ai mis des mots sur ma douleur pour la première fois. Au début, je ne parlais que du déménagement, de cette sensation de déracinement, de la peur permanente. Puis, peu à peu, j'ai raconté nos fils, comment nous les avions perdus au profit du crime, de la drogue, de la violence. Il m'a fallu près de 3 mois pour réussir à parler de cette nuit qui nous avait forcés à fuir. Quand j'ai enfin raconté, j'ai pleuré à en croire que je pouvais me déshydrater. Le docteur Béatrice écoutait simplement, sans jugement, sans exagérer son choc, avec une compassion silencieuse, exactement ce dont j'avais besoin. Ce qui vous est arrivé est quelque chose qu'aucune mère ne devrait vivre, a-t-elle dit quand j'ai commencé à me calmer. Il n'y a pas de manuel pour gérer ce type de traumatisme. Mais je peux vous promettre une chose, ça ira mieux. Pas aujourd'hui, pas demain, peut-être pas dans les prochains mois, mais ça ira mieux. J'ai voulu y croire, désespérément. J'ai voulu croire qu'un jour je me réveillerais sans ce poids dans la poitrine, sans cette impression constante d'être surveillée, sans cette peur devenue ma compagne. Noël 2000 est arrivé, le premier loin de la cité. Loin de nos anciens voisins, loin des 5 fils qui n'existaient désormais plus que dans de vieilles photos que j'avais eu le courage d'apporter. Nous avons fait un réveillon simple. Poulet rôti, riz, farce, la tarte au chocolat que Christine avait appris à préparer. Nous avons échangé des cadeaux modestes, achetés avec nos économies limitées. Ce fut un Noël à la fois triste et heureux. Triste pour les absences, pour les places vides autour de la table, pour les souvenirs des Noëls passés, quand la maison débordait de bruit et de vie. Heureux pour la paix que nous commencions enfin à trouver, pour la chance de recommencer, pour le simple fait d'être ensemble et en sécurité. En janvier 2001, une nouvelle allait à nouveau bouleverser notre histoire. Ce n'était ni par lettre, ni par téléphone, ni par message. C'était dans le journal local,
Une petite note presque cachée entre les pages des faits divers de l'hiver. Règlement de compte en banlieue parisienne. 5 morts, tous avec des antécédents judiciaires. On parlait d'un conflit entre gangs. Aucun n'en était mentionné, seulement l'âge, 27 ans. Exactement l'âge de mes 5 fils. Peut-être une coïncidence. Bien sûr, les règlements de compte n'étaient pas rares dans les banlieues à cette époque, mais quelque chose en moi, un instinct que je ne m'étais jamais trompé, a immédiatement compris. J'ai tendu le journal à André lorsqu'il est rentré du travail. Il a lu en silence, le visage fermé, impénétrable. Puis il a plié le journal avec soin, l'a posé sur la table et s'est assis, semblant soudainement vieilli et épuisé. « Tu crois que, ai-je commencé, incapable de finir ?»« Je ne sais pas, a-t-il répondu simplement. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Cette nuit-là, nous n'avons plus parlé, et les suivantes non plus. C'était comme si nous avions conclu un pacte silencieux, ne pas chercher de confirmation, ne pas creuser cette plaie. Si c'était vraiment eux, il n'y avait plus rien à faire. Si ce n'était pas eux, je préférais ne pas nourrir de faux espoirs, qu'ils soient quelque part, peut-être même à nous chercher avec des intentions que je n'osais imaginer. Cette nouvelle a paradoxalement apporté une forme étrange de clôture, comme si un cycle se terminait pour qu'un autre commence. Il n'y a pas eu de soulagement. Je ne pourrais jamais me réjouir de la mort de mes fils, peu importe ce qu'ils avaient fait. Mais il y a eu une sorte de résignation, une acceptation que certaines histoires n'ont pas de fins heureuses, seulement des fins. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué des changements en moi. Les cauchemars, toujours présents, revenaient moins souvent. Je pouvais sortir de la maison sans cette impression constante d'être observé ou poursuivi. J'ai même recommencé à cuisiner. Quelque chose que j'avais toujours aimé et que j'avais abandonné depuis notre fuite, incapable de trouver du plaisir dans les choses simples. La thérapie avec le docteur Béatrice continuait, maintenant focalisée non seulement sur le traumatisme, mais sur la reconstruction d'une vie au-delà de lui. « Vous n'êtes pas seulement une victime, Madame Claudette », me rappelait-elle régulièrement. « Vous êtes une survivante. Et les survivants avancent un pas à la fois. Un pas à la fois. » C'est ainsi que j'ai reconstruit ma vie dans ce petit coin de Savoie. Un jour après l'autre, une petite victoire après l'autre. J'ai appris à sourire à nouveau, à goûter au plaisir simple, à regarder vers l'avenir autrement que dans la peur. Christine a terminé le lycée en décembre 2001 avec d'excellentes notes, qui lui ont assuré une place dans une formation d'infirmière à Chambéry. C'était le début de la réalisation de son rêve, soigner les autres, faire une différence. La remise des diplômes fut un moment de grande joie et de réflexion sur tout ce que nous avions traversé pour arriver jusque-là. André, toujours travailleur, avait économisé suffisamment pour acheter un petit terrain près d'Annie. Il a commencé à construire notre maison petit à petit, le week-end, avec l'aide de quelques amis du garage. C'était un homme de peu de mots, toujours l'avait été, mais dans chaque brique qu'il posait, il écrivait un nouveau chapitre de notre histoire. Et moi, j'ai trouvé mon chemin progressivement. J'ai commencé par vendre des gâteaux et des bonbons faits maison. D'abord aux voisins, puis à de petits commerces de la région. En 2003, avec l'aide d'André et un petit prêt, j'ai ouvert une pâtisserie au centre-ville. Rien de très grand, juste un comptoir, quelques tables. L'odeur persistante de vanille et de cannelle qui imprégnait mes vêtements. Mais c'était à moi. Un endroit construit de zéro, avec mes mains calleuses, à pétrir, modeler et cuire. J'ai appelé l'endroit « douceur de mamie », même si je n'étais pas encore grand-mère. Mais j'aimais ce nom, la sensation de chaleur et d'accueil qu'il dégageait. Et là, entre les fourneaux et les plateaux de petits gâteaux, j'ai lentement reconstruit la femme que j'avais été autrefois. Pas la même. Je ne serai plus jamais la même. Mais une version plus forte, plus sage, marquée par des cicatrices et capable de retrouver la beauté même après les tempêtes les plus dévastatrices. La vie, c'est ainsi. Parfois, elle nous jette au sol avec une telle force qu'on se dit qu'on ne pourra jamais se relever. Parfois, elle nous confronte à des horreurs qui semblent insurmontables. Mais tant que l'on respire, tant que le cœur bat, il existe toujours une chance de recommencer. Il y a toujours la possibilité de transformer la nuit la plus noire en un nouveau départ. Et c'est exactement ce que nous avons fait, André, Christine et moi. Nous avons transformé la tragédie en renouveau, la douleur en force, la fin d'une histoire en le début d'une autre, différente, mais pleine de vie. Une histoire qui, malgré tout, n'était pas encore terminée. Même après tout ça, je vivais encore sur mes gardes. Regarder par-dessus l'épaule, sentir que le passé pouvait surgir à tout instant. C'est ainsi que j'ai vécu nos premières années à Annecy, même après la note dans le journal à propos du règlement de compte. Une partie de moi refusait de croire pleinement que mes fils étaient partis.
Comme si mon cœur de mère refusait de se résigner, même en sachant que c'était peut-être mieux ainsi. L'année 2001 s'écoulait doucement, avec un rythme différent, propre à la vie à la campagne. Les saisons étaient plus présentes, plus palpables. L'hiver avec son froid pénétrant qui s'infiltrait par les interstices de notre petite maison. Le printemps qui explosait en couleurs dans les champs alentours. L'été et ses orages bruyants, qui faisaient courir Christine dans notre lit comme lorsqu'elle était petite. Peu à peu, nous avons recréé des routines, des souvenirs nouveaux. André partait tôt au garage, Christine au lycée. Moi, je restais à la maison, transformant ces murs encore étrangers en un véritable foyer. Je continuais mes consultations avec le docteur Béatrice, 2 fois par semaine, incapable encore de parler de certains détails de cette nuit, mais avançant, pas à pas, hors du trou noir où j'étais tombée. C'est vers le milieu de l'année 2001 que j'ai reçu une visite inattendue. J'étais seule, préparant le déjeuner, lorsque j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur s'est emballé instantanément. Un réflexe de peur encore tenace. Qui pouvait venir ainsi? Très peu de personnes connaissaient notre nouvelle adresse. Qui est là? Ai-je demandé sans ouvrir. Madame Claudette, c'est moi, Monsieur Antoine, votre voisin de Grigny, répondit une voix familière. J'ai senti un frisson glacé me parcourir. Monsieur Antoine. Le même qui nous avait avertis de l'implication de mes fils avec le Skull. Comment avait-il pu nous retrouver? Les mains tremblantes, j'ai entrouvert la porte juste assez pour apercevoir son visage, prête à la refermer aussitôt si nécessaire. L'homme se tenait là, silhouette sombre, cheveux complètement blancs sous sa casquette usée, la même que je voyais tous les jours dans la cité. Comment nous avez-vous trouvé? Ai-je demandé, la voix tremblante. Madame Claudette, je dois vous parler. C'est important. Puis-je entrer? J'ai hésité. Une partie de moi voulait claquer la porte, fuir, appeler André. Mais une autre partie, plus curieuse et terrifiée à la fois, avait besoin de savoir. Besoin de savoir ce qui s'était passé après notre départ. Si ces 5 corps dans le journal étaient vraiment mes fils. Je les laissai entrer. J'ai offert un café, un geste d'hospitalité que ma mère m'avait enseigné et que la peur n'avait jamais complètement effacé. Il a accepté, s'est assis à la table de la cuisine, retirant sa casquette qu'il faisait tourner nerveusement entre ses doigts. Madame Claudette, je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis venue parce que vous aviez le droit de connaître la vérité sur vos garçons. Ma tasse a tremblé dans ma main. C'était eux, dans la nouvelle du journal. Le règlement de compte. Il acquiesça lentement. Tous les 5 avaient été retrouvés dans une maison abandonnée au bout de la cité, leur cachette improvisée. C'était une exécution, Madame Claudette. Balle dans la tête. Style tribunal du crime. Je m'assis, mes jambes incapables de soutenir le poids de mon corps. Même en ayant suspecté, même en ayant senti au fond de moi que c'était eux, entendre la confirmation était une autre chose. C'était final. C'était réel. Qui? Ai-je commencé, incapable de finir ma question. Le Skull a ordonné, répondit simplement Antoine. Après que votre mari lui ait montré ce que vos fils avaient fait, il a décrété la sentence. Dans la cité, il y a des règles. Même les bandits ont leurs limites. Ce que vos fils ont fait a franchi toutes les lignes. Je suis restée silencieuse, tentant de digérer cette vérité. Mon mari avait-il indirectement causé leur mort? Ou étaient-ce eux, par leur choix, qui avaient scellé leur destin? Ou étais-je moi, incapable de lire les signes, de les protéger du chemin qu'ils avaient choisi? Toutes ces culpabilités se mêlaient, se confondaient, insuffisantes pour expliquer la tragédie. Mais il y a autre chose, reprit Antoine, regardant son café refroidir. Avant leur fin, vos garçons m'ont avoué quelque chose à propos de Christine. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Qu'ont-ils fait à Christine? Il inspira profondément, visiblement mal à l'aise. Ils ont avoué qu'ils avaient aussi fait du mal à elle, parfois, quand ni vous ni monsieur André n'étiez à la maison. Le monde s'effondra autour de moi. Non, pas ma petite fille. Ma princesse. Le seul rayon de lumière qui me restait, il ne pouvait pas avoir fait ça à ma fille aussi. C'était trop monstrueux, trop douloureux pour que je puisse l'absorber. Ça ne peut pas être. Ai-je chuchoté, agrippant le bord de la table si fort que mes jointures sont devenues blanches. Si elle avait voulu me le dire, j'aurais remarqué quelque chose. Les victimes ne racontent pas toujours, Madame Claudette, dit Monsieur Antoine avec une sagesse triste, comme s'il connaissait cette histoire par expérience, par honte ou par peur, pour ne pas blesser ceux qu'elles aiment, surtout quand il s'agit de la famille. Après son départ,
refusant même l'argent pour le retour, disant seulement qu'il nous devait cela. Je suis restée des heures assise dans la cuisine, ces paroles résonnant dans mon esprit. Christine, ma petite, portant seule un secret si terrible, si douloureux, me protégeant alors que c'était moi qui aurais dû la protéger. Quand elle est rentrée du lycée, je l'ai observée avec de nouveaux yeux, la façon dont elle sursautait au moindre bruit, comment elle évitait certains sujets. Ces cauchemars fréquents que j'avais jusque-là attribués au traumatisme de cette nuit. Tout prenait maintenant un sens terrible. « Maman, il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle, remarquant mon regard fixé. « Nous devons parler, ma fille, dis-je doucement, lui désignant la chaise en face de moi. À propos de tes frères. » Elle se figea, le visage pâlissant. « Qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai reçu aujourd'hui la visite de Monsieur Antoine, de la cité. » J'ai vu la panique dans ses yeux, sa respiration s'accélérer. Il est venu confirmer que c'était bien tes frères, morts dans ce règlement de compte. Et il a raconté d'autres choses, des choses qu'ils ont avouées avant de mourir. Christine laissa tomber son sac à dos. Une seule larme glissa sur son jeune visage, et dans cette larme, je vis la confirmation que mon cœur de mère refusait d'accepter. « Oh, ma fille !» murmurai-je en me levant pour la prendre dans mes bras. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Pourquoi tu as porté ça toute seule ?» Elle s'effondra contre moi, comme un barrage qui finit par céder. Après avoir retenu trop longtemps cette pression, entre les sanglots, elle raconta tout. Les menaces, la peur, la honte, la culpabilité d'avoir cru qu'elle n'avait rien fait pour me protéger cette dernière nuit. J'ai pensé que c'était ma faute, murmura-t-elle, la voix étouffée contre mon épaule, que j'avais provoqué quelque chose, que si je racontais. Vous et papa, vous alliez me détester, pire, ne pas me croire. Jamais, ma fille. Jamais ce ne serait ta faute. Et toujours nous te croirons. Nous sommes restés là, enlacés, pleurant. Combien de temps ? Je ne sais pas. Deux femmes brisées par la même tragédie, portant des blessures différentes mais toutes aussi profondes. Quand André arriva et trouva la scène, il n'eut pas besoin de beaucoup d'explications. D'une certaine façon, André savait déjà, ou peut-être soupçonnait-il seulement, mais n'avait jamais eu le courage de confronter la possibilité. « Nous allons chercher un autre psychologue pour toi, dit-il à Christine cette nuit-là, quand elle réussit enfin à se calmer. Quelqu'un de spécialisé dans ce type de traumatisme. » Elle acquiesça, partagée entre le soulagement de ne plus garder ce secret et la peur de devoir en parler à un étranger. Dans les jours qui suivirent, André resta silencieux, plus fermé que d'habitude. Il ne parla ni de la visite de Monsieur Antoine, ni de la confirmation de la mort des fils, ni de ce qu'ils avaient infligé à Christine. C'était comme s'il avait érigé un mur autour de cette douleur, la reléguant quelque part en lui, hors d'atteinte, hors de contamination. Une semaine plus tard, il brisa le silence lors du dîner. « Nous allons déménager de nouveau. » Je le regardai, surprise. « Comment ça ? Pour où ? Plus loin ? Un autre département ? » Sa voix portait trop de souvenirs, trop de fantômes. Nous avons besoin d'un vrai recommencement. Une partie de moi voulait protester. Nous venions juste de nous installer. Christine était au lycée, je commençais à me sentir moins perdue. Mais l'autre partie comprenait parfaitement. Chaque coin d'Annecy semblait maintenant hanté par ce que nous avions découvert, par les révélations de Monsieur Antoine, par l'ombre de nos 5 fils devenus monstres. « Pour où ? Demandai-je simplement. J'ai pensé au nord, peut-être Strasbourg. J'ai un cousin là-bas, il travaille dans la métallurgie. Il dit que je pourrais trouver du travail facilement. » Christine, qui jusque-là était restée silencieuse, intervint enfin. « Je peux finir le semestre ici, je suis en train de terminer des cours importants. » André acquiesça. « Bien sûr, ma fille. Nous ne partirons pas en courant comme l'autre fois. Nous allons planifier, faire les choses bien. » Ainsi, en janvier 2002, nous avons chargé nos quelques possessions et sommes partis pour un nouveau recommencement. Cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était plus la fuite désespérée de la première fois. C'était une décision réfléchie, un mouvement vers quelque chose, pas seulement loin de quelque chose. Strasbourg nous accueillit avec son climat tempéré, ses rues arborées, son organisation si typique de l'influence allemande, si différente de la banlieue parisienne, si différente même d'Annecy. Un monde nouveau où personne ne connaissait notre histoire, où nous pouvions être simplement une famille ordinaire tentant de reconstruire sa vie. André obtint l'emploi dans la métallurgie comme prévu. Le salaire était meilleur qu'au garage, les avantages incluaient une mutuelle santé, quelque chose que nous n'avions jamais eu auparavant. Christine s'inscrivit dans la formation d'infirmière locale, déterminée à suivre son rêve malgré tous les traumatismes, malgré toutes les difficultés. Quant à moi, hésitante au début, je finis par retrouver ma place entre four et sucre.
Une petite pâtisserie au centre-ville cherchait quelqu'un d'expérimenté. Je n'avais pas grand-chose, seulement ce que j'avais appris avec ma mère et le peu que j'avais pratiqué à Annecy. Mais la patronne, une dame allemande d'un certain âge nommée Fruet, apprécia ma volonté d'apprendre. Faire des gâteaux, c'est comme faire du bonheur, Madame Claudette, me disait-elle avec son français chargé d'accent. Ça ne doit pas être parfait. Ça doit être fait avec amour. Et ainsi, entre glaçage et pâte feuilletée, entre l'arôme de cannelle et la chaleur des fours, je reconstruisis non seulement ma vie professionnelle, mais aussi mon âme. Chaque gâteau parfaitement sorti du four devenait une petite victoire sur le passé, la preuve que je pouvais encore créer de la beauté après tant de laideur. Christine commença à suivre une psychologue spécialisée dans les traumatismes, la jeune message Dr Marina. Les premiers mois furent difficiles. Christine revenait des séances émotionnellement épuisée, parfois incapable de parler de ce qu'elle avait abordé. Peu à peu, comme une plante qui reprend vie après un long hiver, nous avons vu notre fille retrouver sa lumière. Ses yeux brillaient à nouveau, et son sourire revenait, plus naturel, plus sincère. Elle s'est mise à tisser de nouvelles amitiés dans sa formation et a même accepté de sortir avec un garçon. Un geste qui, lors de nos premiers mois à Strasbourg, semblait totalement impossible. Sa peur de tout contact masculin était immense. Une nuit, pendant le dîner, le docteur Marina m'a confié que ses progrès étaient notables. Elle a loué sa résilience, sa capacité à surmonter les épreuves. André, qui souriait moins depuis qu'il connaissait l'ampleur de ce qui était arrivé à sa fille, a tendu la main et a serré celle de Christine. Tu as toujours été la plus forte parmi nous, ma fille, depuis ta plus tendre enfance. Vers le milieu de 2002, j'ai reçu une lettre sans indication d'expéditeur. Seulement mon nom et l'adresse de la pâtisserie où je travaillais. J'ai ouvert l'enveloppe avec le cœur battant, craignant un mauvais présage, une vérité encore plus dure sur le passé que nous tentions de laisser derrière nous. Ce n'était pas de Monsieur Antoine. Le message était bref, écrit d'une écriture tremblante, comme si l'auteur n'avait que peu d'habitude de poser ses mots sur le papier. Madame Claudette, j'espère que cette lettre vous trouvera, vous et votre famille, en sécurité et en paix. Je vous écris pour vous informer que les responsables de la mort de vos garçons ont été identifiés. Ce n'était pas uniquement le Skull qui avait donné l'ordre. Il y avait aussi la police, ce groupe d'extermination qui opère dans la cité. Il semblerait que votre mari les ait contactés avant de parler au Skull. Je ne vous écris pas pour rajouter de la peine, mais parce que vous méritez de connaître la vérité complète, pour pardonner si c'est possible ou au moins pour comprendre. Que Dieu veille sur vous et votre famille dans cette nouvelle vie. Antoine. J'ai lu et relu ces lignes, le sol semblant se dérober sous mes pieds. André, mon mari, l'homme que je connaissais depuis plus de 30 ans, avait franchi une limite. Il n'avait pas seulement voulu donner une leçon à nos fils. Il avait, directement ou indirectement, participé à leur mise à mort. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il a tout de suite perçu que quelque chose clochait. J'ai attendu que Christine aille se coucher. Puis, sans colère, sans reproche, j'ai posé la lettre sur la table. J'ai besoin que tu me dises la vérité, André. La vérité entière. Il a lu, en silence, mon visage marqué par l'âge et les années de peine. Quand il a fini, il n'a ni nié, ni tenté de se justifier. Il m'a seulement regardé, les yeux fatigués, épuisés. Je te le dirai un jour quand je jugerai que tu serais prête à l'entendre. Tu l'étais vraiment? Je n'ai pas pu finir ma question. Je n'ai pas donné l'ordre directement, a-t-il murmuré, la voix basse et contrôlée. Mais lorsque j'ai parlé à ce policier, lorsque j'ai montré les photos, je savais ce qui allait probablement se passer et je n'ai rien fait pour l'empêcher. Peut-être que, au fond, je voulais que cela arrive. Nos fils, André, nos garçons, ils ont cessé d'être nos enfants au moment où ils ont commis ces actes avec toi, avec Christine. Sa voix a légèrement tremblé en prononçant le nom de notre fille. Ce n'étaient plus les garçons que nous avions élevés, Claudette. C'était autre chose, quelque chose que je ne peux nommer, que je ne reconnais pas. Je suis restée muette, submergée par des émotions contradictoires. La colère, bien sûr, mais aussi une étrange compréhension. L'horreur de ce qu'il avait fait, mais aussi, Dieu me pardonne, un soulagement sombre de savoir que ces hommes qu'étaient devenus mes fils ne pouvaient plus nuire à personne. Tu me détestes, a-t-il demandé, semblant plus fragile, plus petit que jamais. Non, ai-je répondu sincèrement. Je ne sais pas exactement ce que je ressens, mais la haine n'en fait pas partie. Cette nuit-là, nous avons dormi séparément pour la première fois depuis notre mariage. Non par rancune ou colère, mais parce que nous avions chacun besoin d'espace pour digérer, pour comprendre ce que cette vérité signifiait pour nous, notre couple, notre futur.
Le matin, j'ai trouvé André assis sur la petite terrasse de notre maison louée, contemplant l'aube naissante. Il semblait n'avoir fermé l'œil de la nuit, tout comme moi. Que faisons-nous maintenant ? Lui ai-je demandé en m'asseyant à côté de lui. Tout ce que tu souhaites, a-t-il répondu. Si tu veux que je parte, je comprendrai. Si tu veux porter plainte contre moi, je l'accepterai aussi. Je ne veux rien de tout cela, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. Ce qui est arrivé est arrivé. Le passé ne se change pas. Nous ne pouvons que décider comment avancer avec ce poids. Il m'a regardé, les yeux embués de larmes retenues. Comment fais-tu, Claudette ? Comment peux-tu ne pas me haïr après ce que j'ai fait ? Parce que je comprends tes raisons, ai-je répondu simplement. Je ne sais pas si j'aurais agi de la même manière à ta place. Je ne sais pas si j'aurais eu ce courage, faute d'un autre mot. Mais je comprends. Et qui suis-je pour juger ? Nous faisons tous des erreurs. Nous portons tous des culpabilités. André a tendu la main, hésitant, presque craintif de me toucher. Je l'ai prise dans les miennes, sentant la force de ces années de labeur, les veines saillantes d'un homme qui n'est plus jeune, mais qui m'a toujours protégée même quand tout s'effondrait autour de nous. Nous continuerons, ai-je dit, un jour après l'autre, une douleur après l'autre, et peut-être qu'un jour nous pourrons regarder en arrière sans que cela nous déchire encore. Il a acquiescé, incapable de parler, serrant ma main comme un radeau au milieu d'une mer agitée. C'est ainsi que nous avons avancé. Pas comme un couple parfait, pas comme une famille sans blessures, mais comme des survivants décidés à trouver un sens après le chaos, à voir la lumière après l'obscurité la plus noire. Christine, concentrée sur ses études et sa guérison, n'a jamais su pour la lettre, ni pour le rôle de son père dans la mort de ses frères. C'était un poids que nous avions choisi de porter, André et moi, pour l'épargner d'une douleur supplémentaire dans une vie déjà trop marquée pour une si jeune fille. Les mois se sont mués en années. Strasbourg n'était plus seulement un refuge, c'était devenu notre foyer. La pâtisserie où je travaillais prospérait et lorsque Frau Müller a décidé de prendre sa retraite en 2005, elle m'a offert la possibilité d'acheter le commerce. Avec l'aide d'André, promu dans la métallurgie, nous avons obtenu un prêt et j'ai réalisé un rêve dont je n'avais même pas conscience. Je suis devenue entrepreneuse. Douceur de mamie, j'ai gardé ce nom que j'avais imaginé à Annecy et cette fois, ce n'était plus un simple rêve lointain. En 2006, Christine, diplômée et travaillant comme infirmière à l'hôpital municipal, nous a annoncé une nouvelle qui allait transformer le nom de la pâtisserie en réalité. Elle était enceinte. C'est une fille, a-t-elle dit en montrant l'échographie un dimanche soir. Je l'appellerai Claire, parce qu'elle vient apporter de la lumière après tant d'obscurité. André, qui souriait plus facilement ces dernières années, a embrassé sa fille, les larmes aux yeux. « Je vais être grand-père », a-t-il murmuré, la voix étranglée. Qui l'aurait cru ? Claire est née un matin de printemps 2007, remplissant nos vies d'un amour si pur, si intense qu'il en était presque douloureux. La tenir dans mes bras, c'était comme tenir l'avenir, la promesse que malgré toutes ses cruautés, la vie offre encore des instants de beauté indicible. Voir Christine devenir mère, douce, protectrice, forte, confirmait que nous avions survécu. Malgré tout, malgré les pertes, les souffrances, les erreurs, nous étions parvenus de l'autre côté. Pas intact, pas sans cicatrice, mais vivant, présent, capable d'aimer et d'être aimé. En 2010, alors que Claire avait 3 ans et courait dans la pâtisserie en faisant rire les clients, j'ai reçu une autre lettre sans expéditeur. Cette fois, elle était encore plus brève. Madame Claudette, Monsieur Antoine est décédé hier. Il a demandé que vous soyez prévenus. Il a dit qu'il mourrait en paix en sachant que vous alliez bien. Que Dieu vous bénisse. Une amie. J'ai versé des larmes pour cet homme que je connaissais à peine, mais qui avait été un pont essentiel entre notre passé et notre présent. Il avait eu le courage d'apporter des vérités douloureuses alors qu'il aurait été plus simple de les laisser enfouies. Grâce à lui, Christine avait reçu le soutien dont elle avait besoin. Grâce à lui, André et moi avons pu affronter la réalité sur ce qui était arrivé à nos fils. En son honneur, j'ai créé un nouveau bonbon dans la pâtisserie. Le bonbon Antoine, au chocolat amer à l'extérieur et à la noix de coco douce à l'intérieur. Comme lui, un extérieur dur cachant un cœur généreux. La justice, mes chers, ne se manifeste pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, elle ne passe ni par les tribunaux, ni par les juges, ni par les prisons. Parfois, elle se présente sous la forme de petits moments de rédemption, de secondes chances, de rencontres inattendues qui changent le cours de notre vie. Je ne sais pas si ce qui est arrivé à mes fils relève de la justice. Je ne sais pas si ce qu'André a fait, directement ou indirectement, peut être appelé justice.
Je sais seulement qu'au carrefour de la peur et de ce que l'on peut appeler justice, nous avons choisi le chemin qui nous a permis de continuer à vivre. Pas sans douleur, pas sans doute, mais avec la certitude que même dans les nuits les plus sombres, il existe une lueur, une possibilité de recommencer. Nous avons poursuivi notre route, un pas après l'autre, construisant une vie qui, malgré les tragédies, valait encore la peine d'être vécue. Au final, survivre signifie non seulement respirer, mais trouver des raisons pour que chaque souffle compte, chaque battement de cœur soit une affirmation de la vie. Parfois, je me demande si nous ne sommes pas faits de la même matière que les phénix des légendes. Ces oiseaux qui, après être tombés en cendres, renaissent plus forts. Après tout ce que nous avons traversé, je crois en cette force inexplicable en nous, cette obstination à continuer, même quand tout semble détruit autour de nous. Les années à Strasbourg ont tissé une nouvelle vie pour nous, différente de celle que nous connaissions à Paris. Le climat plus doux, les rues ordonnées, le rythme plus tranquille. Tout contribuait à panser des blessures que nous pensions irréparables. Je ne dis pas que c'était facile. Dieu sait que ça ne l'était pas, mais c'était possible. Et peut-être est-ce là l'essentiel. En 2010, ma pâtisserie douceur de mamie était devenue un lieu reconnu en ville. Une petite boutique chaleureuse avec 5 tables, un comptoir rempli de gourmandises et l'odeur permanente de vanille et de cannelle qui imprégnait mes vêtements. Mais c'était à moi. Un endroit que j'avais construit de mes propres mains, usé par le travail, façonnant, pétrissant, cuisant. André poursuivait sa carrière dans la métallurgie, désormais superviseur de secteur. Qui aurait cru que cet homme à peine diplômé finirait par diriger une équipe de 30 employés? Mais j'ai toujours su qu'il possédait une intelligence naturelle, un talent pour résoudre les problèmes qu'aucune école ne peut enseigner. Les années avaient adouci ses aspérités, transformant sa colère contenue en une sagesse silencieuse. Christine, qui avait 26 ans, était devenue une infirmière respectée à l'hôpital municipal. Elle s'était spécialisée en pédiatrie et avait un don unique avec les enfants, capable de s'ouvrir même les plus réticents. Son mariage avec Rodolphe, pharmacien rencontré à l'hôpital, avait 3 ans en 2010. Ils formaient un couple harmonieux, compagnons, amis, vrais partenaires. Et la petite Claire, notre petite fille, était le soleil de nos vies. À presque 4 ans, elle avait les yeux malicieux de sa mère et une curiosité insatiable qui mettait tout le monde en émoi. « Pourquoi, mamie ?» demandait-elle le plus souvent. « Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi ne peut-on manger que des gâteaux? Pourquoi la pluie tombe-t-elle d'en haut ?» Je répondais avec toute la patience possible, essayant d'expliquer des choses que parfois, moi-même, je ne comprenais pas totalement. « Vous avez plus de patience avec Claire qu'avec nous », plaisantait parfois Christine. Parfois, Claire me disait que mamie était plus indulgente que maman. Peut-être avait-elle raison, ou peut-être que la vie m'avait appris, de la manière la plus dure, à chérir chaque instant de bonheur, chaque opportunité d'aimer, chaque chance de faire la différence dans la vie d'un être innocent comme Claire. Elle ne connaissait pas encore les cruautés du monde et voyait de la magie dans les choses les plus simples. C'était en 2012. Claire était déjà à l'école maternelle et ma pâtisserie avait déménagé dans un espace plus grand au centre-ville. C'est à cette époque qu'André a commencé à se plaindre de douleurs dans la poitrine. Au début, nous pensions que ce n'était que fatigue, stress ou une grippe mal soignée. Mais un matin, je l'ai trouvé assis au bord du lit, haletant, le visage pâle, couvert de sueur froide, incapable de respirer normalement. J'ai compris immédiatement que ce n'était pas anodin. « Ce n'est rien, ma femme, a-t-il murmuré en essayant de me rassurer. Ça va passer. » Mais je ne pouvais plus me permettre de prendre des risques, pas après tout ce que nous avions vécu. Avec l'aide de Christine, qui s'y connaissait en santé, nous avons conduit André à l'hôpital. Les examens ont confirmé mes craintes. Le cœur de mon mari était fragilisé. Des années de travail éreintant, de stress constant, et peut-être aussi les culpabilités qu'il avait portées en silence, avaient laissé leur marque. « Il faudra une opération », nous a expliqué le médecin. L'artère principale est presque complètement bouchée. C'est un miracle qu'il n'ait pas déjà eu d'infarctus. Miracle. Un mot étrange pour décrire notre vie après tout ce que nous avions traversé. Et pourtant, peut-être que c'était exactement ça, une succession de petits et grands miracles qui nous avaient permis de survivre, de reconstruire quelque chose à partir des cendres de notre passé. Les jours avant l'opération ont été éprouvants. André, d'ordinaire si fort, semblait vieillir de 10 ans en quelques heures. Il passait des heures assis sur la terrasse, regardant l'horizon comme s'il faisait ses adieux. Une nuit, je l'ai trouvé en train de pleurer seul dans la chambre, un spectacle que je n'avais jamais vu en près de 40 ans de mariage. « Qu'y a-t-il, mon vieux ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté de lui sur le lit. « Tu as peur de l'opération ?» Il secoua la tête, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains rugueuses.
Ce n'est pas ça, Claudette, c'est que si je meurs, je veux savoir si tu me pardonnes pour tout. Je savais exactement à quoi il faisait référence. Ce n'était pas seulement nos querelles de couple, mais cette décision prise il y a des années, après la nuit où nos fils étaient devenus des monstres, la décision qui avait scellé leur destin, directement ou indirectement. J'ai pris ses mains dans les miennes, sentant la fragilité nouvelle de ses doigts habituellement si forts. Je n'ai rien à te pardonner, André. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire pour protéger notre famille. Tu n'étais pas seul à devoir prendre des décisions difficiles. Nous avons tous fait des choix que nous porterons pour le reste de nos vies. Ses yeux se sont embués et j'ai reconnu le même homme dont j'étais tombée amoureuse dans cette boulangerie il y a tant d'années. Pas l'homme durci par les épreuves, ni le père détruit par la trahison de ses fils, ni celui capable de franchir des limites que nous avions juré de ne jamais franchir. Juste André, avec son cœur immense, sa loyauté indéfectible et son amour qui, malgré tout, n'avait jamais vacillé. « Tu sais que je t'aime », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je t'ai toujours aimé, même dans les pires moments. »« Moi aussi, je t'aime, mon idiot », lui ai-je répondu. « Tout va bien se passer », ai-je ajouté, parce que nous avons encore beaucoup de chemin devant nous. Claire veut que nous assistions à sa remise de diplôme un jour, et je veux te voir danser à son mariage aussi. Il a souri, et dans ce sourire, j'ai reconnu une paix que je n'avais pas vue depuis longtemps. L'opération a duré 7 heures qui ont semblé des décennies. Je suis restée à ses côtés, alternant prière et respiration pour ne pas céder au stress. Christine est restée avec moi, me tenant la main, me forçant à manger quand mon estomac refusait. Quand le médecin est apparu, épuisé mais avec un petit sourire, mes jambes ont fléchi sous le soulagement. Tout s'était bien passé, Madame Claudette. Votre mari est un vrai guerrier. Il aura besoin de repos, de soins et de changements dans son mode de vie, mais nous avons toutes les raisons de croire qu'il a encore de nombreuses années devant lui. La récupération n'a pas été simple. André, habitué à travailler depuis l'âge de 12 ans, ne savait pas rester inactif. Il râlait contre les restrictions, le régime sans sel, les médicaments à prendre à heure fixe. Mais peu à peu, il a compris qu'il devait prendre soin de lui s'il voulait voir notre petite fille grandir. En 2013, quand sa santé était déjà stabilisée, nous avons décidé qu'il était temps de réaliser un vieux rêve, visiter notre terre natale. Patul, la petite ville où je suis née. J'avais peur que les souvenirs refassent surface, que des fantômes du passé hantent encore les rues poussiéreuses. Mais la Dordogne, le Lot, ces régions chargées d'histoire que j'avais toujours voulu découvrir, nous attendaient. C'est notre lune de miel en retard, plaisanta André quand nous avons pris le train, main dans la main, comme deux adolescents amoureux. Ces 15 jours dans le sud-ouest ont été une véritable bouffée d'air pour nos âmes. Loin de la routine, loin des responsabilités, loin même des souvenirs douloureux qui nous revenaient parfois, nous avons retrouvé le plaisir simple d'exister. Se réveiller chaque matin à côté de l'homme que j'avais choisi. Goûter à des plats inconnus, s'émerveiller devant la beauté des vieilles églises et des rues pavées racontant des histoires de siècles passés. Nous aurions dû le faire plus tôt, ai-je murmuré un soir, assise sur la place principale de Sarlat, sirotant un café et observant les passants. Voyager plus, profiter plus. Il n'est jamais trop tard, répondit André en serrant ma main. Peut-être fallait-il traverser tout ce que nous avions traversé pour apprécier ces moments comme ils le méritaient. Dès au retour à Strasbourg, nous étions renouvelés, porteurs d'une énergie différente. André, désormais retraité pour raison de santé, a trouvé un nouveau rôle à la pâtisserie. Qui aurait cru que ses mains, habituées au métal et aux machines lourdes, seraient si habiles pour décorer des gâteaux et travailler des pâtes délicates? Et pourtant, il s'épanouissait dans ce contact avec les clients, racontant des histoires aux enfants émerveillés devant nos vitrines. En 2015, Claire avait 8 ans et courait dans la pâtisserie, son rire facile enchantant les clients. Quand nous avons appris une nouvelle qui complétait notre famille. Christine était enceinte de nouveau, cette fois d'un garçon. Nous allons l'appeler Gabriel, annonça-t-elle un dimanche, c'est le nom d'un ange protecteur. Un serrement m'a traversé la poitrine en entendant ce nom. Pas à cause de l'ange, mais parce que cela me rappelait inévitablement les autres fils, perdus de manière si différente, si douloureuse. Étaient-ils devenus des anges? Trouvaient-ils la paix, la rédemption, le pardon dans ce qui suit après cette vie? J'aimais le penser, j'avais besoin de le croire. Gabriel est né un matin pluvieux d'avril 2016, emplissant nos cœurs de cette joie incontrôlable que seul un bébé peut apporter. Claire, maintenant grande sœur fière, assumait son rôle avec sérieux, protégeant et guidant son petit frère. « Je vais m'occuper de lui, mamie », me dit-elle avec la sagesse de ses 11 ans, « comme toi, tu t'occupes de tout le monde. » Ces mots simples m'ont bouleversée. Pendant des années, j'avais cru avoir échoué comme protectrice, comme mère, comme épouse,
comme gardienne de notre famille. Entendre ma petite fille dire que je veillais sur tout le monde fut comme recevoir une absolution dont je ne savais pas que j'avais besoin. En 2018, Gabrielle avait 2 ans, un petit ouragan d'énergie. Et Claire, 11 ans, devenait une préadolescente pleine d'idées et de rêves. André et moi avons célébré 46 ans de mariage. Nous ne voulions pas de grande fête, mais Christine a insisté pour un dîner spécial en famille. Ce n'est pas pour n'importe qui, avait insisté Christine. Vous méritez de célébrer, après tout, après tout, après tout. 3 mots qui portaient le poids d'une histoire que notre fille ne connaissait qu'en partie. Elle savait les difficultés financières, notre fuite de la banlieue, que ses frères avaient suivi un mauvais chemin et qu'ils avaient fini par mourir. Mais elle n'avait jamais connu les détails les plus sombres, les décisions les plus difficiles, le prix total que nous avions payé pour cette seconde chance. Et peut-être que c'était mieux ainsi. Certaines charges doivent rester entre les mains de ceux qui étaient là quand les choix ont été faits, quand les routes se sont séparées irrémédiablement, quand le destin a montré son visage le plus cruel. La célébration fut intime. Juste nous, Christine, Rodolphe et les enfants, dans un petit restaurant chaleureux au bord de l'eau. André, toujours si réservé, surprit tout le monde en levant son verre pour un toast chargé d'émotions. « À toi, Claudette, dit-il, la voix tremblante, un seul verre de vin autorisé par le médecin pour l'occasion. À la femme la plus forte que j'ai jamais connue, celle qui m'a appris que l'amour véritable n'est pas seulement dans les beaux moments, mais surtout dans ceux qui semblent impossibles à traverser. » Je n'ai rien pu répondre, un nœud formé dans ma gorge par l'émotion. J'ai simplement serré sa main sur la table, nos doigts entrelacés, racontant une histoire que les mots n'auraient jamais pu transmettre entièrement. Les années suivantes ont installé un rythme tranquille dans notre vie, comme si l'univers avait finalement décidé que nous avions assez souffert. La pâtisserie prospérait, maintenant gérée principalement par un jeune couple que j'avais formé, me permettant de ne travailler que quelques heures par jour, plus par plaisir que par nécessité. André, sa santé stabilisée grâce aux soins constants, se consacrait au jardin derrière la maison et aux cours de menuiserie qu'il suivait avec passion au centre communautaire. Christine continuait à progresser professionnellement, désormais infirmière-chef en pédiatrie, respectée par ses collègues et adorée par ses jeunes patients. Rodolphe avait enfin ouvert sa propre pharmacie, un rêve ancien rendu possible après des années d'économie rigoureuse. Claire et Gabrielle grandissaient entourés d'amour et d'attention, intelligents et pleins de vie. En 2020, la pandémie a apporté peur et incertitude dans le monde entier. Nous avons affronté cette nouvelle épreuve avec la résilience que nous avions forgée au fil des années. La pâtisserie a fermé temporairement, la maison a été adaptée pour accueillir les enfants ne pouvant pas aller à l'école, et nous avons soutenu Christine, épuisée mais déterminée, travaillant en première ligne à l'hôpital. Ces jours ont ravivé de vieilles peurs que je croyais surmonter, la peur de perdre ce que j'aime, la peur de l'inconnu, la peur d'un avenir incertain. Mais ce fut aussi un temps de réflexion, de reconnexion, de découverte de la force contenue dans la simplicité, dans l'affection et dans les petits instants partagés. Aujourd'hui, à 72 ans, je m'assois sur la terrasse de notre maison à Strasbourg, regardant le jardin qu'André entretient avec tant de soin. L'odeur du gâteau de maïs qui cuit au four se mêle au rire de Claire, adolescente de 18 ans sur le point de commencer l'université, et de Gabriel, petit garçon vif et curieux, obsédé par les dinosaures et les aventures. La vie n'est pas un chemin droit. C'est une route pleine de virages inattendus, de trous profonds, de carrefours exigeant des choix impossibles. Parfois, on se perd. Parfois, le poids du passé semble insupportable. Parfois, la tempête est si forte qu'on ne voit pas un pas devant soi. Mais si quelque chose m'a été enseigné en 72 années, c'est qu'il existe toujours une chance de recommencer. De transformer la douleur en force, les cicatrices en sagesse, les fins en nouveaux commencements. Même dans l'obscurité la plus totale, il existe une lumière, même minuscule, pour continuer, avancer, trouver un but. Mon histoire n'est pas parfaite, elle n'est pas un conte pour endormir des petits-enfants. Elle est réelle, avec des douleurs qui persistent, des choix lourds à porter, des pertes qui ne disparaîtront jamais complètement. Mais c'est aussi une histoire d'amour qui a survécu à l'impensable, de courage pour affronter l'impossible, de foi quand tout semblait perdu. C'est l'histoire d'une famille brisée qui a trouvé un moyen de se reconstruire. Pas avec les mêmes pièces. Pas de la même manière. Mais d'une façon nouvelle, différente, peut-être même plus forte grâce aux fissures. Si vous regardez ceci et traversez un moment difficile, si vous avez l'impression que tout s'est effondré et qu'il est impossible de recoller les morceaux, écoutez-moi bien. Même les blessures les plus profondes peuvent guérir. Il y a de la vie après la tragédie. Il y a de la joie après la douleur la plus cruelle.
Il y a de l'amour qui attend d'être trouvé, donné, reçu, même quand tout semble perdu. Je ne vous mentirai pas, ce n'est pas facile. Dieu sait que ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Et parfois, savoir que c'est possible est tout ce dont nous avons besoin pour faire un pas. Puis un autre. Puis encore un autre, jusqu'à réaliser que nous marchons de nouveau. Que nous sommes vivants. Que nous avons encore une histoire à raconter. Avant de terminer, je veux remercier chacun de vous qui m'a écouté jusqu'ici. Si mon récit a touché votre cœur, même un peu, si j'ai pu vous offrir un peu d'espoir ou de réconfort, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Mémoire de grand-mère et à partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que les recommencements sont possibles. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous regardez, de quelle ville, région ou pays. Cette mamie ici aime savoir que sa voix atteint des cœurs dans des endroits qu'elle ne visitera peut-être jamais en personne. Un gros câlin de cette dame qui a appris de la manière la plus dure que reconstruire sa vie à partir des cendres n'est pas seulement possible. Parfois, c'est la seule option que nous avons. Et dans cette reconstruction, nous découvrons une version de nous-mêmes que nous ignorions, plus forte, plus sage. Capable d'aimer vraiment, malgré tout, malgré la douleur, malgré les cicatrices que nous portons pour toujours. Jusqu'à la prochaine vidéo, mes chers. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Mamie Claudette vous dit au revoir, le cœur rempli de gratitude d'avoir partagé un bout de son histoire avec vous.